Échec et mat pour Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain qui se retranche derrière un droit au silence, vient d'être sommé par la Cour constitutionnelle. Première passe d'armes entre l'administration Biden et la Chine. En jeu, la crédibilité des investigations sur l'origine de la Covid-19. Au Bénin, le bras de fer Sébastien Adjavon, État béninois porté devant l'ONU, l'opposant à Patrice Talon, réclame le respect de ses droits civils et politiques. Et voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par l'Afrique du Sud, où Jacob Zuma a perdu son droit de silence qu'il a argué jusqu'ici pour refuser de témoigner devant la commission anticorruption. Une décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine rendue ce jeudi l'y contraint. Jacob Zuma aurait usé de plusieurs recours pour espérer ne pas devoir répondre à la commission d'enquête qui veut l'écouter sur des présumés dossiers de corruption qui remontent à sa présidence. L'ancien président n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission présidée par le juge Raymond Zondo en juillet 2019. Mais il s'était retiré au bout de quelques jours, considérant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Début octobre, la commission anticorruption était montée d'un cran en assignant Jacob Zuma à témoigner, menaçant qu'une absence sans motif constituerait une infraction pénale. Après des mois à jouer au chat et à la souris, Zuma s'était finalement présenté, mais n'avait pas fait entendre le son de sa voix. Et cette audition s'était concentrée sur l'examen de la demande de l'ex-président de recuser Raymond Zondo, selon lui impartial. La commission avait répliqué en saisissant la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce sur l'obligation de Zuma à témoigner. À nouveau convoqué en janvier, l'ancien chef d'État avait fait savoir par le biais de ses avocats qu'il ne se représenterait pas. Cette fois-là, les auditions n'avaient toutefois pas eu lieu. Le président de la commission devant s'isoler après qu'un de ses proches collaborateurs a été testé positif au Covid-19. Cette dernière convocation prévoyait aussi que Zuma vienne témoigner du 15 au 19 février. En attendant, la décision de la Cour constitutionnelle est tombée ce jeudi. Monsieur Jacob Zuma est enjoint de comparaître et de témoigner devant la commission aux dates fixées par celle-ci. Il n'a pas le droit de garder le silence pendant cette procédure, a déclaré la Cour. La commission n'a pas encore donné une nouvelle date de convocation. À quelques mois de la présidentielle du 11 avril au Bénin, l'opposant Sébastien Adjavon vient de saisir le Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève. Par cette démarche, l'ex-allié de Patrice Talon, désormais exilé politique, espère recouvrer ses droits civiques. Plus de précisions à travers ce reportage. Ils n'entendent rien lâcher. Les avocats conseillent de Sébastien Adjavon dans le différend opposant leur client à l'État béninois. A raison, la saisine du Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève. L'opposant béninois, faiseur de roi de la présidentielle de 2016, se dit victime de la violation de son droit à prendre part aux affaires publiques de son pays. À pratiquement 3 mois de la présidentielle du 11 avril prochain, il dénonce son exclusion délibérée par l'État du scrutin. Par cette saisine, son avocat conseille, Maître Antoine Veil, dit espérer obtenir des investigations rapides, des mesures provisoires et surtout une forme de prise de position de la communauté internationale pour essayer d'enjoindre le Bénin de respecter le processus démocratique. Autre fait dénoncé, le blocage de ses comptes bancaires, la suspension de sa radio Soleil FM, le redressement fiscal de ses sociétés basées au Bénin à hauteur de 167 milliards de francs CFA, puis le refus de l'État béninois de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en sa faveur. Soutien du président Patrice Talon lors de la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon a été arrêté en octobre 2016 dans une affaire présumée de 18 kg de cocaïne. L'homme est acquitté par le tribunal de Cotonou au bénéfice du doute, mais en octobre 2018, rebondissement, l'affaire est relancée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est depuis exilé en France où il dispose du statut de réfugié politique.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté mercredi à une écrasante majorité une motion de censure contre le Premier ministre proche de l'ancien président Joseph Kabila, consacrant une victoire politique de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. Les précisions. Par 367 voix contre 7, l'Assemblée a adopté la motion de censure visant le Premier ministre Sylvestre Ilunga et son gouvernement. Selon la Constitution, il doit démissionner dans les 24 heures. Par ce vote, le chef de l'État consolide la nouvelle majorité parlementaire d'union sacrée de la nation qu'il souhaite mettre en place pour soutenir sa politique de réforme appuyée par les États-Unis et l'Union européenne. Absent de l'Assemblée nationale, le Premier ministre sortant a dénoncé une manœuvre politicienne sans fondement factuel au mépris des exigences de l'État de droit. Dans une réponse écrite à la motion de censure envoyée au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il affirme que ce bureau provisoire n'est compétent que pour la gestion des affaires courantes et non pour l'examen d'une motion de censure. L'Assemblée nationale est obligée de s'assumer en mettant en cause la responsabilité de ce gouvernement défaillant et incompétent par le vote massif de cette motion de censure. Il y a la déchéance de l'architecture FCC Cash. Après la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, après aujourd'hui la déchéance du gouvernement, donc je crois que nous avons une nouvelle lecture à faire pour la construction de l'architecture institutionnelle de notre pays. Le Premier ministre ne démissionnera pas, croit savoir le député François Nzekouye, porte-parole du parti de Kabila, joint par l'agence France-Presse. En attendant, le vote de l'Assemblée nationale représente une nouvelle victoire pour le président Tshisekedi sur le chemin de l'union sacrée de la nation qu'il trace depuis le 6 décembre. Ce jour-là, le chef de l'État avait constaté unilatéralement l'échec et la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait depuis son investiture en janvier 2019 avec son prédécesseur. Cette coalition était l'élément clé de la transition pacifique du pouvoir entre les deux hommes, la première dans l'histoire du pays. La Somalie a menacé mercredi de se retirer de l'IGAD, une alliance régionale regroupant des pays d'Afrique de l'Est qui a arbitré en faveur du Kenya dans une querelle entre les deux pays. En décembre, la Somalie a rompu ses relations diplomatiques avec le Kenya, accusant d'ingérence ce voisin avec qui elle partage 700 km de frontières et auquel l'opposent de nombreux différends. Nairobi a réfuté tout comportement inapproprié, accusant Mogadiscio de chercher des boucs émissaires à ses problèmes internes. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, qui regroupe le Kenya, la Somalie, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, l'Érythrée a suspendu sa participation, avait alors commandé un rapport d'enquête sur les accusations de la Somalie. Mercredi, le Kenya et la Somalie ont tous deux annoncé que ce rapport avait conclu au rejet de l'accusation somalienne, renforçant le courroux de Mogadiscio. L'IGAD a démontré de manière flagrante son incapacité à être un arbitre juste et indépendant, a déclaré le ministère somalien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le gouvernement fédéral de Somalie appelle à un retrait immédiat de ce rapport sans fondement et injuste et demande des excuses sans lesquelles la Somalie envisagera un retrait de l'IGAD, selon le texte. En décembre, la Somalie n'avait pas clairement détaillé les raisons de la rupture des relations diplomatiques. Elle s'agace également du soutien présumé de Nairobi à la région somalienne semi-autonome de Jubaland, que le Kenya considère comme une zone tampon entre son territoire et les islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Lundi, des affrontements à la frontière entre les deux pays ont fait au moins 9 morts. La Somalie les a imputés aux troupes kenyanes, ce que Nairobi a démenti. Le ministère estime également que cette décision a un impact négatif sur la force de l'Union africaine en Somalie, dont le Kenya est l'un des principaux contributeurs. De son côté, le Kenya avait rappelé en 2019 son ambassadeur en Somalie dans le cadre d'un autre différend lié à une zone des eaux territoriales revendiquée par les deux pays. Le président de la transition malienne a été reçu ce mercredi au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont déjeuné et abordé des questions concernant le prochain sommet G5 Sahel. Reportage. Emmanuel Macron, au perron de l'Élysée pour recevoir Ban Dao avec les honneurs.
Il y a peu, dans le Capharnaüm du putsch ayant mis fin au mandat de Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, la scène n'était peut-être pas imaginable. Mais aujourd'hui, l'eau est passée sous les ponts et le président de la transition malienne peut évoquer des sujets d'État avec le président français. Et parlant de sujets, le G5 Sahel se tiendra mi-février prochain. La France et ses alliés du G5, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, doivent se retrouver un an après le sommet de Pau pour faire le point sur la situation sécuritaire face au groupe djihadiste, un possible redimensionnement de la force française Barkhane et l'aspect politique de la crise régionale. Le sommet est programmé à N'Djamena pour les 15 et 16 février, a indiqué l'Élysée lors d'un échange avec l'Association de la presse diplomatique française, ajoutant que le président s'y rendrait si le contexte sanitaire le permettait. Le sommet aura lieu en présentiel ou en visioconférence avec les partenaires du G5, les partenaires européens, les institutions européennes engagées. Les Américains sont intéressés par l'exercice. Au Sahel, la France mobilise plus de 5000 militaires pour Barkhane, mais cherche à réduire sa présence. Elle souhaite notamment un engagement croissant de ses alliés européens et un relais politique plus efficace des États africains sur le terrain, dans le Mali. Plus d'un an après l'apparition du virus, les experts de l'OMS débarquent à Wuhan. Après 14 jours d'isolement pour s'assurer de leur état de santé, ils peuvent désormais investir le terrain. Une enquête poussée et claire, c'est ce qu'exigent les États-Unis d'Amérique. Il est évident que la désinformation que nous avons constatée provient également de certaines sources en Chine et nous préoccupe beaucoup. Il est impératif que nous allions au fond des choses dans l'apparition de la pandémie en Chine et nous soutenons une enquête internationale qui, à notre avis, doit être poussée et claire. Une déclaration que la Chine prend pour une interférence politique. Son chef de la diplomatie a aussitôt réagi. Nous espérons que les États-Unis pourront travailler avec la Chine avec une attitude responsable, qu'ils respecteront les faits et la science, qu'ils respecteront le dur travail de l'équipe d'experts internationaux de l'OMS sur la recherche de l'origine du Covid-19 afin qu'ils puissent mener des recherches scientifiques sur la recherche des origines du Covid-19 libres de toute interférence politique. L'enquête, que la Chine elle-même a mis plus d'un an à organiser, est d'une extrême sensibilité pour le régime communiste qui cherche à évacuer toute responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie. Les propres experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps expliqué que l'épidémie était apparue dans un marché de Wuhan où étaient vendus vivants des animaux sauvages. Mais les médias chinois, contrôlés par le Parti communiste au pouvoir, ont progressivement évacué cette théorie pour une autre, non démontrée, selon laquelle le virus aurait pu être importé en Chine, notamment via de la viande congelée. L'OMS s'est pour l'heure gardé de trancher. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.